Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce 11e webinaire de CRIFP. Aujourd'hui, nous allons deux invités, Émilie Tremblay-Vague, qui est en PhD en éducation et est professeure du département de didactique de l'Université du Québec à Montréal. Ses principaux centres d'intérêt de recherche sont les stratégies pédagogiques diversifiées et actives, la pédagogie à tout ordre d'enseignement, la motivation à apprendre et la formation initiale des enseignants. Notre deuxième invitée, c'est Sarah Mathieu, qui l'accompagne. Elle est l'une des cofondatrices de Taisez-vous, une organisation à but non lucratif qu'elle dirige depuis 2015, en parallèle de son parcours de recherche en santé publique sexologie. Ses intérêts de recherche se situent en évaluation des programmes et en design pédagogique, numérique et ludique. Elle est également chargée des cours à l'Université de Montréal et contribue à différentes initiatives en recherche et en économie sociale centrées sur l'innovation et les transferts des connaissances. Donc, Émilie et Sarah vont nous entretenir sur l'expérience de Taisez-vous, l'impact des retraites des rédactions de ce projet. Ils vont nous présenter quelques résultats pour orienter les actions à prendre pour soutenir les doctorants et doctorantes en période de rédaction. Je me présente moi-même, je suis Cécilia Borges, professeure au département de psychopédagogie et andragogie à l'Université de Montréal. Donc, j'animerai cette séance avec vous. Et Émilie et Sarah auront une trentaine de minutes 30 à 35 minutes pour faire leur exposé. Ils s'en suivront des questions que vous pouvez faire dans les Q&A ici en bas, puisque c'est dans les formats webinaires. Vous pouvez écrire donc vos questions et après leur présentation, je vais pouvoir les formuler oralement aux présentatrices. Je souhaite à tous et à toutes une très belle conférence. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, Sarah et moi, on est enchantés de vous présenter les résultats d'une analyse d'impact qu'on a menée depuis près de 2 ans et demi déjà en partenariat avec l'organisme Taisez-vous. On avait donc, ça s'intitule notre présentation aujourd'hui, analyse d'impact des retraites de rédaction Taisez-vous. Quelques résultats pour orienter les actions à prendre pour soutenir les doctorants en période de rédaction. Donc, cette recherche-là, on l'a menée en collaboration avec différents partenaires. D'abord, avec les partenaires du milieu qui sont chercheurs avec nous sur ce projet, mais aussi avec des gens comme Mme Christelle Lison de l'Université de Sherbrooke et M. Vincent Larivière, ainsi que des étudiants aussi qui étaient dépendants au projet. Là, ces 4 étudiants-là ici ont participé à l'analyse des données et à la collecte. Donc, ça a été un plaisir là, de faire cette recherche-là, mais surtout aujourd'hui, d'arriver à l'étape, enfin, de la diffusion des connaissances. C'est une étape qu'on aime beaucoup, évidemment, parce qu'on peut voir les transferts. Puis, je pense que cette conférence-là va vous permettre aussi de voir comment on peut favoriser la persévérance, la réussite des doctorants en période de rédaction. Donc, Sarah aussi, vers la fin, va vous montrer là, à quel point on a su, avec les données de la recherche, alimenter les activités de Taisez-vous, mais aussi de vous donner des pistes dans vos institutions, vos organisations ou entre vous avec vos collègues, comment vous pourriez vous aider mutuellement ou aider vos doctorants, doctorantes à rédiger plus, mieux et ensemble. Donc, on commence tout de suite. Donc, on va faire une petite mise en contexte. Après, je vais vous parler plus spécifiquement du projet de recherche, la méthodologie et des analyses effectuées. Des résultats, on va aussi avoir une discussion des recommandations, puis aussi l'application des connaissances. On a déjà commencé, donc on va vous présenter ça rapidement. Alors, il faut savoir pour ceux qui ne sont pas familiers avec la problématique là, entourant les enjeux liés à la persévérance et la diplomation des doctorants et doctorantes au Québec, il faut savoir que depuis les années 60, il y a eu vraiment une hausse d'inscription d'admission au doctorat, mais c'est environ 40 à 50 seulement des étudiants qui graduent, qui obtiennent leur diplôme. Donc, c'est un enjeu qui est quand même préoccupant. Puis, malgré que la moitié réussissent à graduer, ben, même de ceux-là, la plupart le font avec des délais qui sont parfois déraisonnables. Donc, les délais prévus par les institutions sont d'environ 4 ans et la plupart des étudiants n'arrivent pas là, à respecter ces délais-là prescrits par leur programme d'études. Aussi, malheureusement, la plupart vivent des difficultés pendant la période de doctorat, pendant le parcours doctorat, mais
précisément dans la période de rédaction. Donc, lorsque la scolarité est terminée, ils sont isolés, ils se sentent vraiment moins soutenus par leur direction de recherche, etc., etc. Puis, certains vivent de la souffrance, de la détresse psychologique. Donc, nous, on a pensé que s'intéresser à leur bien-être, leur sentiment vous allez voir, tantôt, on va parler un peu d'efficacité, etc. On a pensé que c'était important là, de s'attarder surtout aux habitudes de rédaction, mais aux conditions qui favorisent la rédaction au doctorat. Donc, lors de la période de rédaction, les étudiants-chercheurs vivent les difficultés, je l'ai dit, ça se répète un peu. Donc, dans le contexte, on peut penser que c'est le contexte académique qui est peu favorable là, à la rédaction académique chez les doctorants et doctorantes. Pourquoi? Bien, il y a une recension des écrits de Cornabert et ses collègues là, qui a démontré que il y a une quasi-absence d'occasion de se former au savoir-écrire. Donc, on pense que les doctorants-doctorantes arrivent lors de leur parcours et savent déjà écrire, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Que les doctorants-doctorantes aussi multiplient les engagements académiques professionnels aussi, donc chargés de cours, assistants de recherche, etc. Donc, ça laisse peu de temps à la rédaction en tant que telle de la thèse, qui devient souvent la dernière priorité, malheureusement. Ils ressentent parfois aussi une pression de performance, soit dans leur laboratoire de recherche ou dans leur programme d'études, et vivent aussi de l'isolement. Donc, Taisez-vous, c'est un organisme à but non lucratif là, qui a été créé en 2015 par quelques personnes, dont Sarah et moi. Puis, c'est vraiment son objectif, sa mission, c'est de proposer des environnements favorables sociaux et physiques qui favorisent la persévérance, le bien-être, puis les approches collectives et interdisciplinaires. Donc, les retraites de rédaction là, sont un des services qui sont offerts par Taisez-vous. Puis, ben, dans le cadre de cette recherche-là, c'était vraiment les retraites de rédaction, par contre, qu'on allait étudier et pas les autres services. Sarah, je te cède la parole pour la suite. Merci, Émilie. Donc, il faut comprendre que bien que à l'origine, on pourrait dire que les retraites de rédaction de Taisez-vous ont été lancées, guidées par une démarche assez intuitive de ma part et de celle d'Émilie. Il y a quelque chose d'organique qui s'est passé avec l'idée d'organiser une première expérience de retraite de rédaction entourée d'étudiants et d'étudiantes. Très, très, très rapidement, et même dès la première édition, on s'est entouré de chercheurs et de chercheuses en pédagogie universitaire. On pense à Christian Bégin, notamment à Tom Berryman. Et on s'est lancé aussi dans une recension systématique des écrits sur les retraites de rédaction, leur potentiel. On s'est inspiré de modèles existants qui étaient destinés aux chercheurs et chercheuses. On pense à un modèle en particulier qui avait été expérimenté à la fois en Australie et en Écosse. Donc, bien qu'il y avait, ça démarrait d'une intuition, comme la plupart des bons projets de recherche, je crois, ça s'est rapidement formaté et laissé influencer par beaucoup de rigueur et de données de recherche, je dirais, de l'extérieur du Québec, de manière à donner le modèle qu'on va vous présenter ici, qui, bien qu'il s'est fortement amélioré à certains égards, est resté assez stable dans les 5 dernières années, une fois qu'on a eu une mouture qui semblait vraiment répondre aux besoins des étudiants et des étudiantes, peu importe leur appartenance universitaire et disciplinaire. Je peux changer la diapo. Ouais. Donc ici, on voit que le modèle de retraite de rédaction, c'est finalement un modèle où une série d'étapes très réfléchies pour toujours favoriser l'engagement dans la rédaction universitaire. Dès l'inscription, en fait, avec une inscription qui est à l'avance, qui amène à bloquer du temps, à l'inscrire à l'agenda, on va voir en quoi ça répond à certains besoins. Parce que je pense qu'Émilie l'a survolé rapidement, un des enjeux, que ce soit pour les professeurs d'ailleurs et pour les étudiants au cycle supérieur,
le fait de bloquer, de prioriser, de légitimer la rédaction dans un horaire bousculé, c'est le premier défi. Donc, les modalités d'inscription à une retraite de rédaction de 3 jours, déjà, elles sont réfléchies dans cette optique-là. Puis par la suite, il y a un encadrement qui est fait à l'étape 2 pour aider les étudiants et les étudiantes à planifier leur rédaction, se fixer des objectifs qui sont réalistes, temporellement définis, identifier l'ensemble des ressources et des outils qu'ils vont avoir besoin en amont, de manière à pouvoir être très focus pendant 3 jours. On les réunit aussi, les retraites de rédaction réunissent entre 35 et 50 étudiants à chaque fois, des étudiants qui vont être soutenus, encadrés par 2 animateurs et animatrices dans une perspective par et pour, c'est-à-dire que les animateurs et animatrices sont également en mode rédaction. Donc, on essaie aussi de jouer sur le sentiment d'appartenance à ce niveau-là. Il va y avoir un atelier d'introduction, un atelier de conclusion qui va venir faciliter la mise en action des étudiants et des étudiantes. Ceci étant dit, il n'y aura pas à proprement dit des ateliers sur le comment écrire parce que l'approche des retraites de rédaction, c'est d'être complémentaire aux services offerts dans les universités et donc de ne pas multiplier des activités où on explique comment faire, mais bien être dans la mise en action. Après, il y a en fait un peu plus de 20 heures de rédaction répartis sur 3 jours où on entrecoupe des 50 minutes de rédaction avec des 10 minutes de pause. Ça reflète dans le fond une adaptation de la technique Pomodoro par Taisez-vous qui est réfléchie de manière à réaliser ce qu'on appelle du deep work, donc du travail en profondeur, d'où le fait qu'on est passé des séances de focus de 25 à 50 minutes, 25 minutes étant la méthode originale, et les pauses de 10 minutes qui permettent à la fois de se rappeler qu'on est un humain, c'est-à-dire se lever, aller au petit coin, s'hydrater, reprendre du café, parce que ça semble bien important aussi, c'est un facteur de réussite, mais c'est un 10 minutes aussi qui permet une socialisation informelle entre les étudiants et les étudiantes, à la fois pour décrocher un peu de sa rédaction, penser un peu à autre chose, se ressourcer, mais aussi c'est plein de moments qui permettent de décortiquer des nœuds, d'expliciter sa rédaction, puis d'avoir des avis externes, mais pas dans des relations hiérarchiques. Comme je le disais, on conclut, on fait un bilan de l'expérience, on essaie de favoriser le transfert, de voir comment on ramène ce qu'on a appris de façon expérientielle à la maison, puis comment on va favoriser le maintien de ce réseau-là par la suite avec d'autres activités de rédaction collective. Et donc, ça vient aussi avec c'est ça, une transposition des acquis et du côté de l'organisation, mais toujours une évaluation systématique, à la fois par un groupe focus et des questionnaires d'évaluation qu'on a boosté, qu'on a amélioré dans le cadre de l'analyse d'impact qu'on vous présente, de l'analyse d'impact dont on vous parle aujourd'hui. C'est-à-dire que si on fait une évaluation systématique de l'ensemble de nos services de façon continue, là, on est allé avec des échelles plus précises dont Émilie va vous parler. Au niveau du cadre théorique qui guide à la fois le développement de nos activités, qui a guidé le développement de nos outils, puis l'interprétation des résultats, on s'est entre autres approprié un modèle de Rowena Murray qui s'intéressait aux retraites de rédaction dans un cadre, comme je le disais, là, en Écosse, pour les chercheurs, chercheuses, professeurs qui avaient de la difficulté à trouver du temps pour avancer leurs articles scientifiques à travers toutes les autres tâches qu'il y avait à accomplir. Donc, on s'est dit que ça allait que ça avait beaucoup de potentiel aussi pour les étudiants, pour les doctorantes. Et on voit ce modèle, pour le résumer très, très concrètement, donc c'est un modèle d'engagement dans la rédaction où pour s'engager, en fait, il faut jouer sur différentes composantes, différentes conditions de travail qui relèvent d'un pan cognitif, physique et social. Donc, de jouer sur la légitimité et à la fois un désengagement lié à l'anxiété, lié aux tâches connexes. Là. Donc, être capable de réserver, de prioriser, de ne pas se laisser envahir par d'autres responsabilités. Et au niveau de l'environnement physique et social, on va jouer dans le fond sur les conditions liées à l'espace et au temps pour essayer de contrer au maximum toute forme de distraction numérique, son, l'ambiance, la luminosité. En fait, on essaie de faire en sorte, dans les activités de Taisez-vous et dans la façon de creuser les impacts des retraites par rapport aux besoins des étudiants, c'est qu'on essaie de faire en sorte que si on joue sur l'environnement social et physique, il n'y a aucune raison de ne pas être efficace, de ne pas être focus, parce qu'on a pris en charge
l'ensemble des éléments. Si vous avez des questions par rapport au modèle, là, vous n'hésitez pas à y revenir un peu plus tard. C'est sûr que j'ai fait ça rondement. Ça nous a donc mené à nous poser la question auquel on va essayer de répondre avec pas l'ensemble de nos résultats parce qu'il y a vraiment beaucoup de données. C'est le propre des approches longitudinales. On cumule beaucoup, mais aujourd'hui, on va essayer d'explorer en quoi les retraites de rédaction Taisez-vous répondent aux besoins des doctorantes en termes d'engagement. Donc, la recherche qu'on a menée, c'est ça, c'était un devis quasi expérimental longitudinal. On avait 2 pans, donc un pan quantitatif et qualitatif. Donc, pour le volet quantitatif, on avait 2 groupes contrôle, donc 145 étudiants d'un côté et 72 étudiants pour le groupe expérimental. Le groupe expérimental étant des étudiants ayant pris part à une retraite de rédaction et groupe contrôle, bien, des étudiants qui sont en période de rédaction, mais qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais participé à une activité de rédaction liées là, à l'organisme Taisez-vous. Alors, on avait des hommes, des femmes, vous voyez la répartition, l'âge moyen d'environ 32 à 35 ans, puis des nombres de sessions là, en 10 et 14 sessions réalisées au doctorat jusqu'à présent. Donc, la collecte de données s'est déroulée à l'hiver 2019, là, dans le même, autant le groupe contrôle que le groupe expérimental, c'était au même moment. Donc, le groupe expérimental avait une prise de données juste avant la retraite. Ensuite, 2 à 8 semaines après la retraite, puis 1 an plus tard. Donc, vous verrez plus tard, on va vous présenter certains résultats du temps 3 qui a été réalisé en plein début de pandémie, là, en avril l'année dernière. Donc, ça nous a amené à se questionner aussi sur certains résultats et à ajuster notre canevas d'entrevue. Donc, les questionnaires vraiment traitaient de... Bon, d'abord, on avait un volet sur les variables sociodémographiques, évidemment, et ensuite, les items ont été développés à partir d'un modèle qu'on n'a pas présenté aujourd'hui parce que ça va moins faire l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais on avait tout un pan du questionnaire sur les habitudes rédactionnelles, puis on est en train de rédiger un article à cet égard-là. Donc, s'allouer du temps, planifier, se fixer des objectifs de rédaction. Est-ce que les retraites avaient un impact sur ces éléments-là? Et aussi des scores pour les processus internes et externes de la rédaction. Donc, on s'intéressait à ça. C'était une échelle de Likert. Puis, les analyses, bien, on a fait des régressions multiniveaux pour identifier les différences statistiquement significatives entre les temps et les groupes. Donc, groupe contrôle, groupe expérimental. Pour le volet qualitatif, on a sélectionné 30 doctorants issus là, du bassin des étudiants qui avaient répondu au questionnaire. Donc, on leur a demandé s'ils souhaitaient participer à la prochaine étape de notre recherche, qui était aussi de faire des entretiens semi-dirigés. Donc, on en avait 3 et c'était au même temps de mesure là, que le questionnaire. Donc, on a 15 étudiants dans chacun des groupes qui ont répondu à l'appel, provenant de 7 universités différentes là, pour le groupe contrôle et une représentation assez similaire d'hommes et de femmes pour le groupe contrôle, alors que pour le groupe expérimental, on avait un peu plus de femmes. Ça s'explique parce que les retraites de rédaction Taisez-vous accueillent principalement des femmes. Il y a toujours une majeure partie de la population des retraites qui sont des femmes. Donc, beaucoup d'étudiants aussi en sciences humaines. Donc, ça a été vu aussi lors de la collecte de données. Puis, 3 étudiants en sciences appliquées. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait sélectionné donc les étudiants volontaires du groupe expérimental, puis on a essayé d'avoir des profils équivalents pour le groupe contrôle. Donc, c'est pour ça que vous voyez que c'est exactement le même nombre d'étudiants en sciences humaines qu'en sciences appliquées que le groupe expérimental, puisque ceux-ci ont été sélectionnés au départ. Et après, on a sélectionné des étudiants qui avaient des profils similaires en termes d'université, d'appartenance, de genre, puis de domaine d'études. Bon, ben pour les temps de mesure, c'est la même chose que le questionnaire. Donc, les entretiens étaient sur 2 principaux thèmes. Le premier, vraiment, c'était la modification à rédiger qui nous intéressait. On essayait de creuser un peu plus à cet égard-là. Donc, des questions qui ont été posées, ça ressemblait à ceci. Quels ont été les aspects qui vous ont motivé à rédiger lors de la retraite de rédaction? Ou comment qualifierez-vous votre motivation à rédiger ces derniers jours? Quant aux habitudes de rédaction et des conditions qui favorisent la rédaction au secteur, donc, quelles conditions particulières ont le plus favorisé votre rédaction lors de la retraite? Puis, pour le groupe contrôle, de quelles conditions particulières avez-vous besoin lorsque vous rédigez? Donc, ensuite, on a fait des analyses thématiques, du codage inverse et du codage interjuge qui a donné un codage interjuge de 82% d'accord.
Donc, rapidement, pour les besoins exprimés par les doctorants, mais je vous ai mis ici un article qui sera soumis prochainement là, dans le journal International Journal of Doctoral Studies. On est en train de le terminer, là, il est tout chaud, tout frais, mais je peux quand même vous dire rapidement là, les besoins, puis c'est pas surprenant, là, vous allez vous y attendre, c'est pour ça qu'on ne s'y attarde pas aujourd'hui complètement. Donc, quels ont été les besoins exprimés? Bien, la planification des périodes d'écriture dédiées, c'est difficile pour les étudiants de les placer à leur horaire. La mise en œuvre de méthodes de travail efficaces dans des environnements qui permettent la concentration. Plusieurs apprécient beaucoup aller dans des cafés ou rester à la maison, mais certains nous disent « Ah, bien, quand je suis à la maison, je vois la pile de vaisselle qui s'accumule, je procrastine, je vais promener mon chien, etc., etc. » Troisième élément, c'est la participation à des activités d'écriture collective. Donc, autant les étudiants du groupe contrôle que les étudiants du groupe expérimental là, nous ont rapporté ce besoin de se réunir probablement pour partager la rédaction collective. Sarah, à toi la suite pour présenter quelques résultats aujourd'hui en lien avec notre modèle théorique qu'on a présenté. Donc, on l'a vu tout à l'heure, en fait, le besoin, à notre temps zéro, là, les étudiants, peu importe dans le groupe contrôle ou dans le groupe expérimental, manifestaient vraiment des difficultés à légitimer, à prioriser, à concrétiser finalement la rédaction de leur thèse par rapport à l'ensemble de leurs engagements personnels et professionnels. Fait que ça, c'est le besoin du départ, puis ça touche vraiment la composante cognitive du modèle de Rowena Murray. Donc, parmi les variables qu'on a explorées, bien, il y avait justement la question, là, la perception. En fait, on a fait un score de perception de légitimité à partir de plusieurs items. Et puis, on est allé voir les extraits des entretiens qui permettaient de texturer ces résultats. Donc, ce qu'on voit ici entre le groupe expérimental et le groupe contrôle, c'est qu'il y a une augmentation de la perception de légitimité qui s'est faite avant et après la retraite. Donc, ça, c'est une première chose. Il faut mentionner que ce sont des résultats où les différences ne sont pas significatives. Puis, notamment entre le temps 2 et le temps 3, où on perçoit malgré tout visuellement une bonne différence. Là, il faut voir que notre échantillon n'est pas immense, fait que c'est plus difficile de déceler des différences statistiquement significatives, d'où l'intérêt de nos résultats quali, mais aussi une réflexion entourant, puis j'embarque en même temps, je discute un peu des résultats, là, si je peux me le permettre, c'est ce qu'on voit aussi, c'est que le fait d'avoir des questionnaires comme ça avec le devis longitudinal et de questionner d'un point de vue qualitatif, bien, ça aidait en soi déjà les étudiants et les étudiantes à être plus réflexifs. Et c'était comme un cue to action qu'on appelle en modification de comportement sur l'idée de s'améliorer, d'où, en fait, c'est une des pistes d'interprétation, même du gain qu'on observe au niveau du groupe contrôle, comme s'il y avait une certaine prise de conscience dans le avant et le après, de se poser ces questions-là, ça aide à rendre légitime. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que la retraite et les résultats qualitatifs amplifient beaucoup les résultats quantitatifs, c'est-à-dire que de façon anecdotique, même les étudiantes rapportent de s'inscrire ou de faire même semblant de s'inscrire à des activités taisez-vous de manière à refuser d'autres engagements. Donc, il y a vraiment l'inscription à une activité dite officielle rend beaucoup plus légitime la rédaction universitaire. Ce qu'on perçoit, par exemple, c'est que ça ne se maintient pas dans le temps lorsqu'on ne continue pas à participer à ce type d'activité-là. Puis il y a vraiment Et donc, ce qui laisse croire que lorsqu'on ne joue pas sur des environnements favorables, on a beau développer une capacité à rendre plus légitime notre rédaction. On sait que c'est plus légitime, on a partagé cette légitimité-là avec d'autres personnes. Si on ne se réinscrit pas ou on ne trouve pas un contexte où cette légitimité est respectée, bien, c'est quelque chose qui ne va pas se maintenir dans le temps. Donc, la retraite a un effet intéressant, certainement, mais pas suffisant pour transformer complètement le rapport à la légitimité. Dans le rapport au temps et à l'espace, qui fait référence à la composante physique de l'engagement dans la rédaction, bien, ce qu'on voit, c'est que la mise en application de méthodes de gestion de temps permettait d'être, en fait, incarnait l'espace favorable, parce que c'est ce moment où, justement, c'est silencieux, tout le monde est focus,
puis comparé à justement un café, puis même à l'époque on rédige à l'université, peut-être s'il y a des professeurs dans la salle virtuelle, bien, vous le savez, il y a quelqu'un qui passe, puis là, on prend un café, on se met à discuter. Donc, bien qu'un bureau soit hyper favorable d'un point de vue de l'espace physique, bien, on sait qu'il va y avoir, par exemple, des sollicitations. Fait que c'est ce qu'on voit ici du temps 1 au temps 2. Lorsqu'on voit l'utilisation des méthodes qui permettent de contrôler ou de maîtriser l'environnement, il y a certainement une augmentation qui est suscitée par la retraite. Et dans ce cas-ci, on voit qu'il y a encore une fois une diminution de l'effet avec le temps. Et on voit un peu l'effet questionnaire s'immiscer dans tous les cas du temps 1 au temps 2. Donc, je trouve, on le voit ici, lorsqu'on parle d'environnement favorable, c'était aussi dans l'idée d'inscrire des plages horaires dédiées à la rédaction dans son agenda qui étaient réfléchies dans un environnement favorable. C'est certainement un grand gain ici du temps 1 au temps 2, c'est-à-dire que les étudiants, on dirait que le fait d'expérimenter ça lors des retraites avait tendance à par la suite le reproduire ou du moins comprendre à quel point ça faisait une différence dans leur façon de développer une routine de rédaction. Mais ici, ce qu'on voit, c'est qu'un an plus tard, on est presque revenu à la case départ si, encore une fois, on n'a pas le soutien du collectif, le soutien d'une structure externe. Ça nous a... en fait, on se doutait vraiment de ce type de résultat-là, mais on doit dire que ça nous a amené aussi à améliorer ou à réfléchir à notre formule parce que, clairement, même quand on parle de fixation d'objectifs de rédaction à atteindre, on voit là un gain important de notre groupe contrôle. Puis les extraits, je dirais, des entrevues étaient très forts en lien avec ça. On le voit ici. Là. Je me donne toujours des objectifs quand je commence maintenant. Quand je travaille, je m'assure que chaque semaine, je fais quelque chose. La semaine où je suis préoccupée à faire plein d'autres choses, j'arrive maintenant plus à me discipliner. C'est plus la discipline qui a changé, pas nécessairement la façon dont je me mets des objectifs. Donc, c'est au niveau de la systématisation de cet usage des outils qu'on a vu une amélioration. Alors que dans le groupe contrôle, on voit qu'il y a vraiment comme une espèce de maintien d'un temps à l'autre. Mais encore une fois, je me répète, mais du temps 2 à 1 an plus tard, c'est des gains qui semblent être fragiles. Au niveau du sentiment d'appartenance, qui est plus associé à notre composante sociale, là, on voit clairement, on a fait, ici, c'est une échelle composite là, qui est basée à partir de 4 items qui étaient de s'entourer de ses pairs, de sentir qu'on appartient à une communauté. Puis, il y a beaucoup d'extraits d'entrevues aussi qui font écho aux résultats quantitatifs. Je pense, je sais, Émilie, c'est toi qui a mené plus ce volet-là. Tu sais, à mes yeux, c'est parmi les extraits les plus fréquents, en fait. Parce que, puis ça reflète probablement, encore une fois, une piste d'interprétation, la rédaction est conceptualisée comme une tâche solitaire. Et là, il y a comme une espèce une découverte. Fait que oui, je ressentais l'isolement, mais là, je m'aperçois en fait que je peux être en mode co-pratique et que ça favorise mon engagement. Donc, avoir un cercle de soutien, ça entraide, ça aide, on vit les mêmes problèmes, les mêmes joies. Il y a quelque chose là qui est très beau dans ce qui survient lors des retraites de rédaction. Ici, ce qu'on voit, c'est vraiment des différences statistiquement significatives d'une part, mais surtout une différence qui se maintient finalement dans le temps, d'un temps à l'autre. Et donc, on voit en fait, puis on a creusé avec les entrevues, bien qu'il y ait une difficulté à maintenir certaines conditions favorables et la légitimité, à partir du moment où on participe à des retraites, on a un réseau puis on ne le lâche pas. Au moins, on se sent moins seul, puis souvent, ça s'est matérialisé aussi via le numérique, le groupe Facebook Taisez-vous ensemble, qui permet de continuer d'échanger sur les défis, de s'encourager, d'être motivé. Au niveau du sentiment d'efficacité personnelle, qui serait davantage comme une conséquence
des retraites. Là, on a des résultats qui sont, je dirais, particulièrement intéressants, où on voit que, dans le fond, c'est plus parlant, qu'il y a vraiment un gain entre notre groupe expérimental et notre groupe contrôle. Le fait de participer à une retraite pré-test, post-test, on a vraiment une hausse là, du sentiment d'efficacité et du sentiment d'autorégulation à l'égard de l'écriture. C'est des résultats qui viennent tout juste d'être publiés dans un article scientifique. Si c'est quelque chose que vous voulez creuser, ou n'hésitez pas à nous poser des questions. Mais ça fait vraiment aussi écho aux témoignages qu'on a collectés au niveau qualitatif. Et ça reflète que lorsqu'on contrôle ou qu'on offre un environnement favorable aux étudiants au cycle supérieur, aux doctorants et doctorantes, ils renouent avec leur sentiment d'efficacité personnelle et ils sont beaucoup plus capables de contrôler leur processus de rédaction. Et ça m'apparaît très porteur là, pour la transformation de nos pratiques en milieu universitaire. Parce que peut-être que si on travaille davantage sur les conditions de rédaction, sur les environnements, bien, les étudiants vont être capables de diminuer leur temps de prolongation, puis de faire les choses peut-être un petit peu moins dans la formation savoir-écrire et intervenir davantage sur les conditions. Donc, si on reprend un peu le schéma qu'on vous a présenté au début dans le cadre théorique, on l'a peaufiné et amélioré à notre sauce, mais surtout pour vous montrer qu'on a, en fait, c'est comme un résumé des résultats ici en ayant ajouté des intercomposantes. Donc, c'est vraiment la richesse, on pense, de nos résultats de recherche, c'est qu'on a réussi à placer les retraites de Taisez-vous. C'est comme si on les place au milieu de ces trois composantes-là, autant la composante cognitive, donc on libère les étudiants de leurs responsabilités quotidiennes, on les aide à légitimer la rédaction, ils réussissent à adopter un rythme de rédaction soutenu pendant la retraite et un peu après, quoi que ça ne se maintienne pas dans le temps. Pour la composante physique, bien, ils se réservent 3 jours consécutifs, c'est non négligeable. La plupart des étudiantes nous disaient, si j'arrive d'habitude à faire 3 jours en 1 mois, c'est déjà exceptionnel. Donc, de le faire 3 jours dans la même semaine, c'est incroyable. Ça leur permet de profiter d'un environnement favorable et dédié. Ça leur permet de s'exiler et de profiter de la distance pour vraiment se consacrer à leur rédaction, puis à se fixer des objectifs SMART. Pour l'intercomposante que nous avons ajouté ici, c'est vraiment d'être pris en charge de manière à se concentrer uniquement sur la rédaction et de rédiger plus en moins de temps. Donc, les doctorants nous disaient, j'ai réussi à me concentrer, ne faire que ça. Je n'avais pas à penser aux enfants, à aller chercher à la garderie, à répondre au téléphone, etc. J'avais tout organisé, mon environnement, pour me permettre de me concentrer sur la rédaction. Ensuite, pour la composante sociale, bien évidemment, appartenir à une communauté de partage, ça a aidé parce qu'ils peuvent partager leurs défis qui sont la plupart du temps similaires. Et le fait de ne pas être seulement avec des gens de son laboratoire, c'était aidant aussi parce que le seul objet qui nous rallie comme communauté, c'est la rédaction. Donc, ce n'est pas nécessairement le sujet en particularité qui nous intéresse, mais c'est la rédaction. Ce sont toutes les difficultés qu'on peut vivre liées à cette étape de la rédaction-là, que les étudiants peuvent s'outiller, s'aider, s'entraider. Puis de briser l'isolement par les activités de copratique et de socialisation. Puis l'intercomposante ici, c'est de légitimer la rédaction dans une approche collective et exempte de compétition. On en a parlé quand même un peu. Puis l'intercomposante ici socio-physique, c'est d'adopter la méthode Pomodoro dont Sarah vous a parlé, le fameux 50 minutes, 10 minutes, qui dans un langage commun, ceux qui connaissent Taisez-vous un peu, on appelle ça une tomate pour la petite tomate là, que M. Pomodoro utilisait. Donc, sur le four pour calculer les temps de cuisson. Donc, quand on essaie de la rédaction au temps du coronavirus, on va accélérer un peu, Sarah, si ça ne te dérange pas, cette petite section-là, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, vas-y, rapidement. Bien, rapidement, dans le fond, parce que notre dernier temps était pendant la pandémie, mais ce qu'on a vu, là, c'est surtout qu'on avait des étudiants qui se trouvaient dans des situations où les difficultés, voire les inégalités entre les étudiants étaient exacerbées.
Donc, on avait des étudiants, des étudiantes, par exemple, les parents, les personnes en situation de précarité, les personnes qui ont un deuxième travail alimentaire en milieu hospitalier ou qui ont perdu leur emploi, bien, qui avaient comme un sentiment d'impuissance quant à leur rédaction, une perte de sens. Il y avait vraiment comme un cumul de difficultés. Et à l'inverse, on avait un petit groupe de doctorants et de doctorantes où la pandémie, ça n'a pas vraiment changé grand-chose parce que de toute façon, ils étaient tout seuls à la maison tout le temps. Je ne veux pas dire que c'était nécessairement facile, mais le contexte n'avait pas tant changé. Ou même certaines personnes qui se retrouvaient avec un peu plus de temps, un peu moins de pression, mais évidemment, c'était des personnes qui étaient un petit peu plus en situation de privilège, probablement, en lien avec les défis de la rédaction. Fait qu'on a vu, dans le fond, un ensemble d'outils qui ont été mis en place par Taisez-vous, qui sont utilisés de façon spontanée par les étudiants et les étudiantes pour poursuivre leur rédaction envers et contre tout. Des outils comme des formules. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des outils qui sont restés très, très simples, qui ont été les plus efficaces et les outils qui permettaient surtout la collaboration, c'est-à-dire Facebook, Zoom, pour se réunir, faire un transfert des activités hors ligne, en ligne, et après, une gamme d'outils qui ont été adaptés de manière à faire un babillard collectif d'objectifs avec Framemo, par exemple, ce qu'on retrouvait lors des retraites. Ou une façon d'utiliser, Taisez-vous a mis en place des listes de lecture pour favoriser des listes musicales, pardon, de manière à, si on ne peut pas aider les gens à contrôler leur environnement, on va leur donner des outils pour bloquer les sons environnement qui les agressent ou les distraient. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a essayé de revoir en fonction de nos 3 composantes, qu'est-ce qu'on pouvait fournir comme outil numérique pour au maximum réduire la charge mentale et contrôler l'environnement. Les avantages et les revers du numérique, lorsqu'on les compare finalement à ce qui est vécu en retraite de rédaction, bien, les avantages, c'est l'émergence d'une communauté plus grande et plus géographiquement diversifiée. Donc, des étudiants de partout au Québec qui se réunissent, et ça a un effet sur le sentiment d'appartenance, la solidarité, voire la motivation pendant les activités. On a fait, par exemple, des activités pan-canadiennes, puis on a vu que il y avait comme un enthousiasme encore plus grand à rédiger ensemble, même si c'était numérique. Il y avait comme des éléments, en fait, ça ajoutait, je dirais, à l'enthousiasme ou la motivation des étudiants. Il y avait aussi comme, il y a moins de temps dans les déplacements, ça, c'est des trucs qui sont partagés avec d'autres, je pense que gains numériques, là. Donc plus peut-être de productivité à certains égards, c'était nommé dans les entretiens, et explorer de nouvelles méthodes de rédaction, de nouveaux outils qu'on n'avait pas eu la chance ou on ne voyait pas la pertinence de les utiliser parce qu'on n'était pas seulement en mode numérique. Mais il y a évidemment des revers, clairement la fatigue d'être tout le temps en mode en ligne. Le fait que malgré tout, la variation des cadres de rédaction n'est plus possible. Donc, si on est dans un contexte plus ou moins favorable, il faut faire avec. Les retraites venaient compenser pour ça. Puis là, je pense encore une fois aux parents là, qui sont tellement contents d'être pendant 3 jours qu'on s'occupe d'eux comme ça, qui n'ont rien d'autre à penser que la rédaction. Et ça a été beaucoup nommé dans les entrevues. Je vais conclure avec ça, que c'était vraiment bien ce qui se passait en ligne. Ça répondait aux besoins, mais c'était tellement moins bien que lorsqu'on était en retraite de rédaction. Puis, je pense que même les étudiants nous le mentionnaient dans les entretiens, le mentionnaient dans l'idée où il ne faudrait pas que ça disparaisse, il ne faudrait pas qu'on soit juste en ligne. Puis, j'ai hâte de voir les résultats de d'autres enquêtes sur le transfert de l'enseignement en ligne dans plein de programmes, parce que est-ce que c'est ce que les étudiants vont manifester? Je sais que moi, je l'ai lu dans mes évaluations de cours comme chargée de cours. C'est bien, mais ça serait le fun qu'on revienne aussi en présentiel. Il y a comme une crainte là, qu'on reste juste en virtuel. Donc, rapidement, quelques limites là, des retraites de rédaction structurées, c'est que ces effets ne semblent pas se maintenir dans le temps. Puis ça, Sarah vous en a parlé quand elle a discuté un peu des résultats au fur et à mesure. Ça permet de soutenir les doctorants qui savent avoir un plus haut niveau de détresse et qui sont aptes à reconnaître leurs besoins. C'est-à-dire qu'on ne réussit pas à rejoindre tout le monde. Il y a un certain type de clientèle
étudiantes qu'on n'arrive pas à rejoindre, qui parfois auraient de la difficulté selon leurs accompagnateurs, ceux qui s'occupent là, de ces gens-là, puis nous disent ils auraient besoin de votre service, mais ça ne correspond pas et ça ne les atteint pas. Donc, on a du travail à faire à ce niveau-là. Puis que la participation de retraite de rédaction structurée, ça nécessite de connaître le service et d'avoir les ressources pour s'y inscrire. Donc, si vous ne le savez pas, bien, les retraites de rédaction, taisez-vous, elles sont payantes. Donc, c'est un organisme à but non lucratif, évidemment, qui ne fait pas de profit avec ça, mais qui doit quand même là, demander un certain montant pour l'inscription. Donc, ben, ça peut exacerber certaines difficultés là, d'accès à des services pour des clientèles comme des étudiants étrangers, des étudiants qui auraient besoin de ces services-là, mais qui ne peuvent pas. Donc, il y a des universités qui offrent des bourses, du soutien, mais ça ne semble pas être suffisant pour tout le monde. Rapidement, quelques pistes de réflexion pour améliorer le soutien aux étudiants en rédaction. Bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans nos institutions ou auprès de nos doctorantes là, comme professeurs à l'université? Bien, de rendre la rédaction légitime, c'est-à-dire de montrer à nos étudiants et étudiantes qu'on est nous aussi en période de rédaction, qu'on a de la difficulté des fois et que ce n'est pas une tâche qu'on fait des fois quand ça nous tente, c'est une priorité souvent et donc il faut la rendre légitime. Aussi, de voir comment on peut davantage former les étudiants et étudiantes à la rédaction et de ne pas penser que c'est quelque chose d'acquis pour eux. Aussi, de soutenir la rédaction dans le temps. Donc, il va falloir faire ça. Puis, offrir des environnements solidaires, interdisciplinaires et interuniversitaires. Il n'y en a pas assez. Donc, on devrait en offrir plus. Taisez-vous est une des solutions, mais on ne prétend pas être la seule façon de faire. Il y a plusieurs organisations qui le font. On soutient aussi des institutions qui souhaitent le faire. Sarah va vous en parler dans quelques secondes. Là, je vais un petit peu vite parce que je sais que le temps est écoulé. Donc, dernière piste de réflexion, c'est de poursuivre la recherche. Donc, on veut collecter des nouvelles données, notamment en ce qui a trait à nos activités là, liées à l'innovation numérique. On voudrait collaborer à approfondir la compréhension des déterminants de la rédaction, approfondir aussi la compréhension des effets en fonction des différents profils étudiants, ce qu'on n'a pas fait dans le cadre de cette étude. Puis, on veut collecter aussi des données auprès d'un échantillon plus important, donc pour avoir des plus grands. Donc, je vous laisse avec les publications qu'on a réalisées à ce jour. Puis ensuite, Sarah va vous parler un peu du transfert de ce projet-là là, dans la pratique puis auprès de l'organisation. Donc, en fait, au-delà des publications scientifiques, c'est sûr qu'il y a eu une amélioration du déroulement des retraites de rédaction, très, très, très inspirée de nos résultats. Puis, on essaie de voir aussi comment, justement, on a pu peut-être favoriser davantage le transfert pour essayer qu'il se maintienne dans le temps, puis comment on anime la communauté en ligne aussi pour essayer d'éviter cette baisse d'effet. Puis, ça nous a permis aussi d'améliorer des modalités de promotion et d'inscription de manière à ce que, justement, on n'ait pas des personnes qui sont aptes à reconnaître leurs besoins pour essayer de tenir compte de la limite qui a été expliquée par Émilie. Il y a eu, ça a aussi beaucoup guidé la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des activités de rédaction en ligne qu'on a mis en place dans la dernière année. Donc, on s'est beaucoup basé sur les résultats de l'analyse d'impact pour faire des bons choix pédagogiques. Et surtout, on a lancé il y a 2 semaines la conception d'une boîte à outils pour favoriser la dissémination de l'approche. Maintenant qu'on est un peu plus sécure dans l'idée qu'on provoque du moins pas de tort, on n'a aucun indice qu'on crée du tort. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais on a vraiment essayé au maximum de voir, d'explorer. Puis, on est assez aussi sécure sur l'idée qu'on crée des effets positifs, on peut s'améliorer, on peut recommander, mais on se sent très confortable maintenant de répondre et de disséminer l'approche avec finalement un guide d'implantation très, très clé en main où à la fois il y a des formations pour comment faire pour organiser des activités structurées collectives de rédaction au cycle supérieur et pour des chercheurs, des chercheuses qui n'y arrivent pas, là, qui ont un article qui n'est pas rédigé depuis 4 ans, c'est un classique. Des fiches thématiques vraiment sur le déroulement, l'évaluation, plein de facettes là, de l'organisation d'activités comme ça et plusieurs exemples, des PowerPoint, tout ce qu'il faut finalement pour organiser une retraite de rédaction et la mise en place d'une communauté de pratique pour toutes les personnes qui vont mettre en place des activités dites inspirées de Taisez-vous et l'accompagnement là, en termes de lorsque nécessaire, comme on le fait en ce moment par exemple avec
l'École vétérinaire de l'Université de Montréal ou la FECUM dans la mise en place d'espaces de rédaction sur leur campus, inspirés de l'espace TESIF. Donc, ça nous a fait plaisir. On est rendu à la période de questions et réponses. Je vais laisser la parole à Cécilia pour la suite des choses. Merci pour cette belle présentation, pour ce projet qui est vraiment intéressant et enrichissant. On a déjà une première question ici d'Elsa Shakin, je pense qu'elle vient de Kina. Elle aimerait savoir comment avez-vous mesuré les sentiments d'efficacité personnelle, par quelles questions? Par exemple, c'était des questions en fait qui étaient vraiment posées pré et post. Donc, comme j'ai dit, c'est une échelle composite où on a fait d'abord des analyses factorielles là, pour identifier les bons. On a posé évidemment plus de questions que moins, puis on a identifié les bons items. Et c'était des énoncés comme j'ai été capable de mettre des objectifs de rédaction dans mon agenda, j'ai rédigé efficacement ma thèse, qu'on calculait sur la dernière semaine. Là, j'ai un trou, c'est bien ça, Émilie? Oui, exactement. Dans la dernière semaine, répondez pour une semaine. Oui. Et donc, c'est dans la dernière semaine pré-retraite et dans la dernière semaine post-retraite. Incluant la retraite. C'est ça, ce qui nous permettait de faire la comparaison aussi dans le temps, puis de comparer de façon, avec les mêmes items, les personnes qui étaient en retraite et les personnes qui n'étaient pas en retraite. Donc, c'était vraiment des items très, très, très classiques de sentiment d'efficacité personnelle, puis des items aussi qui étaient associés au comportement comme tel. Avez-vous rédigé votre thèse dans la dernière semaine? Je vais mettre le titre de l'article qui concerne exactement ces éléments-là dans le chat, de manière à ce que si vous avez vous voulez aller voir plus en détail la méthode, là, vous pourrez, dans le fond. Merci. J'aurais une autre question, mais ça, c'est moi qui la pose. Je ne vois pas d'autres questions. Il va y avoir d'autres qui vont arriver. Elsa vous remercie. Moi, j'aurais deux questions à faire. Une, c'est, moi, j'ai essayé, j'ai beaucoup apprécié, puis je me suis abonnée à votre groupe Facebook. J'ai utilisé la méthode Pomodoro, que je ne connaissais pas récemment. Je suis rentrée comme ça par hasard, donc vous pouvez en parler. Mais surtout dans votre modèle, parmi les catégories de votre modèle, il y a, peut-être si vous pouvez revenir sur la légitimation, je ne suis pas sûre que j'ai bien saisi, et par quelle question vous êtes allé chercher, parce que vous parlez, il faut la rendre légitime, explicite, visible, la rédaction, ça c'est plus clair, mais légitime, si vous pouvez donner des exemples. Oui, mais dans le modèle dans le modèle de Murray, c'est vraiment de s'engager, de se désengager par rapport à ça. Donc, si on a des collègues avec qui on partage la rédaction, bien, il faut le dire, puis il faut se dire, bien, c'est correct que je rédige puis que je mette 5 heures à mon agenda cette semaine pour le faire. Souvent, c'est comme la tâche qu'on se dit, on va le faire si on a du temps cette semaine, mais que la réponse à nos étudiants gradués, c'est plus important. Les rencontres des comités auxquels on fait, pour lesquels on a des comptes à rendre, c'est plus important de la lecture de ci, de ça, de ça. Puis la rédaction, bien, si j'ai le temps. Ce que Mme Murray suggère, c'est de se faire des alliés dans le monde académique, des gens qui, tout comme nous, légitimisent la rédaction. Donc, si on a des amis, des collègues avec qui c'est important d'attribuer du temps à la rédaction, bien, on va se dire, toi aussi, vendredi matin, tu rédiges, moi aussi, puis c'est important. Puis, bien, après le 10 minutes de pause, la pause Pomodoro, on continue. On se remet dans la rédaction parce qu'on le sait qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis il faut le faire. Donc, c'est un peu ça. Sarah, as-tu quelque chose à ajouter? J'allais juste dire, en termes d'items, ce qu'on a utilisé pour mesurer, c'est des items comme j'ai priorisé la rédaction par rapport à d'autres tâches ou j'ai été capable de me libérer d'obligations pour la rédaction. Fait que c'était vraiment des items qui rendaient compte du désengagement vis-à-vis d'autres, ce à quoi faisait référence Émilie. Mais ce que les données laissent croire, c'est que c'est une chose de dire vous êtes légitime de rédiger, mais en fait, si ça vient avec... c'est comme si il ne faudrait pas seulement s'inscrire en mode rédaction dans un programme, il faudrait que ça implique d'aller au moins une fois par semaine dans un local où d'autres mondes rédigent avec nous. C'est comme si l'idée que c'est légitime n'est pas suffisante si elle ne se matérialise pas par l'inscription à l'agenda et la modification des environnements.
J'ai une autre question, si vous pouvez après revenir sur la méthode Pomodoro, mais il y a une question de Luc Simon. Il dit, croyez-vous que les doctorants qui peuvent rédiger une thèse par article auraient plus de facilité à obtenir leur diplôme? Par exemple, les taux de diplomation moyens de 50% cachent des différences importantes selon les secteurs disciplinaires. Secteur santé, sciences appliquées ont plutôt des taux de diplomation de l'ordre de 75-80%. Tout à fait, malgré qu'on n'a pas fait une étude là-dessus, mais notre impression, c'est que quand on a des délais plus serrés, donc des objectifs qui sont à atteindre plus facilement, donc rédiger sa thèse, c'est souvent l'objectif que les étudiants et étudiantes se fixent en début de retraite. Puis là, on a un atelier d'introduction qui leur explique, rédiger ma thèse, c'est pas smart. Donc, les objectifs SMART, facilement atteignables et tout ça, c'est difficile de voir quand ça sera atteint. Donc, c'est un peu décourageant de se donner des gros objectifs de ça. Nous, chez Taisez-vous, là, puis les résultats de l'étude l'ont démontré, se fixer des objectifs qui sont plus petits, atteignables, mesurables et fixes dans le temps permettent aux étudiants d'atteindre des petites réussites. Puis, on a aussi une méthode Kanban que ça s'appelle, c'est on écrit nos objectifs SMART sur des petits post-it de couleur. Puis, lors de la retraite de rédaction, on a 3 colonnes. À faire, en cours et compléter. Puis, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça crée du bonheur chez la communauté étudiante de déplacer son post-it après 1 ou 2 tomates, donc 1 ou 2 50 minutes de rédaction de la colonne en cours à je l'ai terminé. Puis là, des étudiants et étudiantes se parlent, j'ai fini 4 objectifs depuis le début de la retraite, mais c'est motivant. Donc, dans le même sens, je suis d'avis qu'effectivement, une thèse par article dans les domaines de sciences, c'est plus favorable. Puis aussi, j'ajouterais que dans les domaines où les thèses par article sont privilégiées, bien, les laboratoires de recherche et les professeurs privilégient beaucoup la rédaction et mettent ça au cœur de leur activité de recherche. Donc, ils aident les étudiants à écrire l'article et ils sont motivés à être bons dans ça. Donc, savoir écrire, ça devient une priorité aussi. C'est ce qui arrive en sciences sociales. Parfois, c'est plus vas-y, essaie, puis on verra si tu y arrives. J'ai 2 questions et un commentaire. Donc, je vais lire les commentaires d'abord qui vous remercient pour cette présentation intéressante. Les questions sont les suivantes. Il y a une personne qui demande s'il y a différentes sphères de légitimité, par exemple, face aux collègues, bien sûr, mais sans doute les sphères personnelles et professionnelles où nous sommes simultanément employés. La personne qui a remercié, elle avait posé une petite question, mais la raison n'est pas là. Mais bon, vous avez parlé d'une formation, elle voulait savoir plus. La personne qui vous a remercié voulait connaître davantage les services que vous offrez. Donc, la première question, c'est sur les sphères de légitimité. Je vais lire les 2. Et la deuxième, c'est parce qu'elle se complète, c'est vous parlez de formation à la rédaction de façon plus formelle à l'université. Quels seraient les contenus que vous aborderiez? Donc, 2 questions. Une sur les sphères de la légitimité, si vous pouvez l'aborder. L'autre sur quelles seraient les formations plus formelles à l'université qui devaient être faites. Tu veux y aller, Sarah, pour la première? Je pourrais y aller. Et vos services, parce que je contrôle un peu les temps. Juste pour être sûr, la première, c'est celle sur la légitimité? Oui. En fait, pour la légitimité, c'est vrai que le questionnaire ne nous a pas permis d'être très discriminante à ce niveau-là, mais les entrevues, lorsqu'on les creuse, là, on a du contenu en lien avec ceci. Et puis, en fait, c'est ce qui se passe, c'est qu'à la fois défendre la légitimité de la rédaction par rapport aux autres engagements professionnels ou académiques est difficile, entre autres parce que c'est l'urgence dans le temps qui devient dominante par rapport au projet de thèse qui s'étale sur le long. Et donc, les conférences, les contrats de recherche, les charges de cours qui ont un échéancier plus court, ils prennent la place très rapidement, sans parler, disons, des courriels là, qui deviennent hyper envahissants. Puis c'est encore pire maintenant, je dirais, en contexte pandémique, mais c'est plus anecdotique. Du côté de la légitimité personnelle, et c'est ce qu'on observe aussi sur le réseau informel de Taisez-vous ensemble, c'est de faire face en vieillissant à l'incompréhension de la famille, des amis, des personnes avec qui on partage notre vie, parce que c'est interprété comme un gros devoir qui ne finit pas.
d'être encore à l'école alors qu'il y a un statut professionnel à l'idée d'être au doctorant. Et donc ça joue aussi sur une autre forme d'isolement. Puis éventuellement, on aimerait ça la théoriser où les deux, c'est pas tout à fait la même chose. L'un joue vraiment sur repose sur des habiletés finalement de gestion de projet, de gestion de temps, puis la structure qui permet de bloquer ce temps-là. L'autre, on est vraiment dans la valorisation du travail de la relève en recherche. Et lorsque, par exemple, je terminerai là-dessus, on partage des résultats qui montrent comment les doctorants, doctorantes et les post-docs sont responsables d'une bonne partie de la production scientifique, bien là, on est en train de justement montrer là, que ce n'est pas juste un gros devoir puis quelqu'un qui ne fait rien en pyjama toute la journée dans son bureau. Pour la deuxième question, c'était par rapport à qu'est-ce qu'on ferait là, pour favoriser le savoir-écrire chez les étudiants. En fait, nous, ce qu'on privilégie, ce n'est pas juste le savoir-écrire, c'est vraiment le apprendre en faisant. Donc, ça suffit de se faire dire seulement quoi faire. Une petite conférence sur du midi, comme on fait en ce moment, de 45 minutes, 1 heure sur vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Taisez-vous, privilégier des approches expérientielles, c'est-à-dire on apprend, on fait un retour sur l'expérience, on travaille, on se réajuste, même les objectifs SMART. On a ajouté 2 lettres, évaluer et se réajuster, donc smarter avec taisez-vous. Donc, il faut vraiment des approches plus expérientielles dans lesquelles on va intégrer des formations sur le savoir-écrire, mais pas seulement lancer des conférences ou des cours scientifiques qui ne privilégient pas au moins une session de pratique, main sur la touche, en train d'explorer ces différentes stratégies-là de rédaction en contexte formel de rédaction. Merci. Il y a encore une autre question. Vous parlez d'un guide. Avez-vous déjà la référence, les guides? C'est le guide de ce que je comprends, c'est le guide pour aider à se structurer et à faire des activités de rédaction. Je l'ai mis dans la conversation. Je pense que Sarah aussi l'a ajouté. Alors, je ne sais pas si c'est accessible à tous. Je l'ai mis dans la conversation. Cécilia, je ne sais pas si tu dois le remettre comme c'est toi l'animatrice. Oui, je pense peut-être qu'il va falloir les remettre dans la conversation. Finalement, il y a plusieurs personnes qui vous remercient ici, qui trouvent votre présentation très intéressante. Je ne sais pas si je ne vois pas d'autres questions. Peut-être si vous voulez terminer avec des perspectives futures des projets que vous entamez. Vous avez mentionné quelques-uns déjà à partir des pistes Ben oui, on a été financé par le FQRSC pour faire une recherche-action sur 3 ans qu'on est en train de mener avec Élise Labonté-Lemoine comme chercheuse principale, mais également Taisez-vous comme partenaire principal au projet. Puis, c'est une recherche qui vise à développer une application numérique qui va aider, donc qui va mettre en œuvre un peu tous les résultats qu'on vient de vous présenter sous une application numérique ou un genre de site plus sur ordinateur là, que sur le téléphone intelligent, mais qui va permettre notamment dans diverses fonctionnalités là, de limiter les distractions sur l'écran, d'avoir accès à d'autres étudiants qui rédigent, par exemple, dans le café près de chez soi, un peu un Tinder académique, si on veut. Donc, on pourrait se réunir avec d'autres étudiants qu'on connaît qui rédigent près de chez soi. D'autres fonctionnalités comme le Pomodoro, si tu voulais qu'on revienne là-dessus. Donc, un minuteur qui nous dit de prendre la pause, de se récompenser. On a bien travaillé. Voici les objectifs qu'on s'est fixés au début de la semaine. C'est le temps de s'offrir une pause, une récompense, etc. Si je peux compléter l'idée du Pomodoro, j'ai été surprise, je ne le connaissais pas, mais je vis l'outil. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, bon, le temps a commencé à compter, mais d'autres pressions se sont ajoutées. Ça, je ne m'attendais pas. En cours de Pomodoro? Oui, et donc ça, c'était une belle surprise parce qu'il y a plusieurs qui sont ajoutés. Et j'ai dit, mais il y avait une communauté qui travaillait en même temps. Donc ça, j'ai trouvé très stimulant. Tout à fait. Alors, je vous remercie tout le monde. Ça nous a fait plaisir de partager ça avec vous. Bon, mais merci à vous tous, à vous toutes, tous ceux qui ont assisté. Nous avons eu plus de 40 personnes qui participaient. Merci à Sarah et à Émilie pour cette belle présentation.